Capsule 2 sur le deuil. Alors, nous avons vu comment identifier un problème de deuil et le distinguer avec un problème spécifiquement de perte. Alors, puisque au moment du deuil, il y a un travail de reconstruction de l'identité, voyons voir les stratégies que nous devrions utiliser pour accompagner, pour aider une personne qui est en train de vivre un deuil. Alors, la première chose à faire, évidemment, puisque le deuil est une perte, il faut d'abord, utiliser les stratégies de résolution de la perte, en reprenant exactement les mêmes stratégies pour les perceptions, les besoins et les émotions. En particulier, pour les émotions vécues au moment du deuil, il y a un auteur important qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, qui est la plus connue, qui est la plus reconnue et la plus utilisée comme cadre de référence pour comprendre le deuil et pour accompagner les personnes qui vivent un deuil. C'est peut-être pas un modèle parfait. J'aurais quelques critiques à faire sur ce modèle-là, mais puisque c'est le plus utilisé, c'est probablement celui que vous allez rencontrer dans votre parcours professionnel, je vais vous en parler un peu quand même. Alors, Elisabeth Kubler-Ross remarque au plan des émotions, lorsqu'une personne est en train de vivre un deuil, elle identifie un certain nombre d'émotions qui se retrouvent de façon constante ou à peu près constante chez les personnes qui vivent le deuil. Alors, elle a disposé ces émotions-là dans un certain ordre. Alors, la personne commence par vivre un choc, un état de stupeur où c'est comme s'il n'y avait pas d'émotion qui était vécue alors que l'événement est bouleversant, est comme figé. Puis ça peut durer un certain temps. Il y a des gens qui restent figés pendant des semaines. Il y en a qui vont rester figés pendant quelques secondes. Il y en a qui ne seront pas figés du tout, qui vont sauter carrément par-dessus l'étape du choc. Euh, la deuxième étape, et mettons le mot étape entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas véritablement d'étape, même si Kubler-Ross, on peut la comprendre comme ça, là, comme il a présenté des étapes du deuil, même si ce ne sont pas des étapes. Alors, après le choc, se vit un certain déni, le fait de refuser d'accepter la réalité de la perte, le fait de dire non, non, ça se peut pas, j'ai pas le cancer, non, j'ai pas perdu ma job, non, ça se peut pas, tu ne me quittes pas, chérie, c'est impossible, il y a erreur, là, réveillez-moi quelqu'un. Un troisième état émotif qui est la colère, cette agressivité-là, due à la frustration d'avoir perdu un objet aussi important, une colère qui pourrait être déplacée sur la personne qui lui annonce la perte. C'est possible qu'une infirmière se fasse engueuler par une patiente parce que la patiente est frustrée d'avoir à subir une opération où elle va perdre un membre. Et là, elle déplace, on a vu les mécanismes de défense là, qui sont associés aux émotions négatives. Ensuite de ça, en quatrième, il y a le marchandage. La personne dit, je vais changer ma vie, maintenant, je boirai plus, je vais changer. Et comme ça, ce sera une stratégie comme pour récupérer l'objet perdu. Et devant l'insuccès de toutes ces stratégies-là de déni, de colère, de marchandage, la personne va entrer dans un état dépressif. Notez les guillemets dans le texte dépression, parce qu'il ne s'agit pas du diagnostic de dépression, mais il s'agit d'un état de dépression émotionnelle, c'est-à-dire un aplatissement des affects, une tristesse qui est comme qui imbibe la personne et qui transparaît qu'elle traîne avec elle là, de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, là, comme une apathie, ou une tristesse là, qui s'arrête pas, les larmes qui coulent, ou elle n'arrête pas, elle rumine cette perte-là, qu'elle n'arrive pas, qu'elle a de la difficulté à accepter. Et la dernière étape, qui est l'étape positive, c'est celle de l'acceptation. J'accepte que cet objet-là, il est perdu pour toujours, que
que je devrais intégrer à ma vie l'absence de cet objet-là, alors qu'avant j'avais intégré l'objet. Maintenant, je dois travailler à intégrer l'absence de cet objet-là à mon identité et me redéfinir à partir de cette absence-là. Alors, ce qu'il faut retenir dans le modèle de Kubler-Ross, c'est qu'elle a identifié quand même des émotions qui nous permettent de dire que, oh, la personne est en train de vivre un deuil. Et qu'il est possible que une personne suive dans cet ordre-là les émotions et on peut estimer un peu si elle est avancée dans son travail de deuil. Par exemple, quelqu'un qui est triste est plus avancé dans son deuil que quelqu'un qui est en colère. Parce que quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui se bat contre quelque chose contre lequel il ne peut rien. Parce qu'on parle de deuil ici, on ne parle pas de perte. Ou pas uniquement de perte. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être récupéré. Fait que la personne qui est triste, au moins elle a accepté que cet objet-là, il sera plus là. Elle n'a pas, elle n'a pas intégré la perte encore, mais elle admet la réalité telle qu'elle est, ce qui est un pas de plus en conscience que le déni ou la colère. Quelqu'un qui est en déni est moins avancé dans son travail que quelqu'un qui est en colère, parce que la personne qui est en déni, elle n'investit pas de retrouver l'objet, elle a l'impression que l'objet n'est pas perdu. Alors que quelqu'un qui est en colère, au moins, il a une position de combativité pour récupérer. Le marchandage, déjà, c'est quelqu'un qui accepte que l'objet est perdu, puis il y a des stratégies qui sont évidemment inappropriées, inadaptées. Mais on voit qu'elle essaie là, de réfléchir à comment elle pourrait récupérer cet objet-là. On note que, donc, c'est comme s'il y a des étapes, mais remarquez les guillemets, là, ce ne sont pas vraiment des étapes. Et une personne pourrait faire un aller-retour là, qui nous semble être une régression parfois, sauter par-dessus des étapes, mais aussi revenir à des étapes antérieures. Donc, passer par exemple du marchandage au déni ou de la tristesse à la colère et d'osciller comme ça d'une émotion à l'autre. Alors, pour ce qui est des émotions, rappelons-nous, il faut toujours donner un espace d'expression aux émotions pour qu'elles soient le plus authentiques possible. Il faut les entendre, il faut les recevoir, ces émotions-là. Il faut valider la souffrance de la personne. Elle ressent pour de vrai ces émotions-là. Et elle doit les exprimer de façon authentique si elle veut passer au travers. Alors, comment faire pour en arriver à l'acceptation? Quel est le travail qui me permet d'arriver à l'acceptation? Alors, pour qu'il y ait acceptation, il faut que la personne se réengage envers de nouvelles balises identitaires, qu'elle cesse de s'acharner sur l'absence de l'objet perdu et tout en reconnaissant la permanence de cette perte d'objet important, commence à réinvestir de nouveaux objets. Non pas pour remplacer l'objet perdu, mais pour se réengager dans la construction de sa vie et de son identité. Donc, si la personne a perdu un conjoint, elle peut se faire un nouveau conjoint, non pas pour retrouver le conjoint perdu ou pour refaire les mêmes choses qu'elle faisait avec, mais elle entre dans une relation totalement nouvelle parce que le nouveau conjoint n'est pas l'ancien conjoint. Et là, ça va être de nouveaux sentiments, de nouvelles expériences qui vont permettre à la personne de réenclencher l'évolution de sa propre vie. Alors, on voit donc évidemment que la théorie à utiliser pour résoudre un problème de deuil n'est pas uniquement la théorie sur la perte, parce que ces théories-là sont insuffisantes. Il faut aller sur la théorie de l'identité. Alors, on se rappelle que qu'est-ce que c'est l'identité? Si on se rappelle la théorie de Erikson, identité versus confusion d'identité, l'étape qu'on atteint lorsqu'on arrive à l'adolescence. Alors, on fait un bilan de ce que l'on est
et on a un rush d'exploration de nouvelles expériences. Alors, on se rappelle que l'adolescence est une période critique dans la construction de l'identité. L'identité, elle se construit dès la naissance, mais c'est à l'adolescence qu'on fait un genre de bilan et qu'on y met toute la gomme, quoi, pour parfaire notre identité. Et c'est lorsque l'on se connaît bien que l'on peut s'engager de façon mature dans la vie adulte. Alors, il faut que l'adolescent explore une grande diversité de situations de vie, d'expériences de vie, pour découvrir des facettes de son identité. Quelqu'un qui a très peu d'expérience de vie, a très peu de balises identitaires et a un concept de soi très peu diversifié. Donc, il y a des gens qui ont des vies très centrées sur une seule ou deux choses, leur conjoint, leur religion, leur travail, leur enfant, et ça s'arrête là. Alors, si on perd l'un ou l'autre de ces objets-là, c'est comme si on perd plus de 50% de notre vie, ou imaginez que vous faites amputer de 50% des organes de votre corps, il ne vous reste plus grand-chose. Alors que si vous avez une très grande diversité de balises identitaires, ben, quand vous en perdez une, ben, il vous reste encore beaucoup. Vous perdez quelque chose d'important, mais il vous reste encore beaucoup. Donc, on voit que selon le résultat de notre construction identitaire à l'adolescence, on va vivre différemment les deuils. Une personne qui a une identité foreclose, donc qui a très peu de balises identitaires, s'il y avait un deuil, ça va être une catastrophe. Alors que si j'ai une identité en moratoire ou en réalisation, donc je vais être capable d'intégrer cette nouvelle expérience-là parce que j'ai une position réflexive par rapport à la construction de mon identité. Alors que si j'ai une identité diffuse, ben c'est rare que les gens qui ont une identité diffuse vivent de vrais deuils. C'est des individus qui n'ont pas vraiment de balise identitaire, ce sont des caméléons qui rebondissent d'une identité à l'autre selon les groupes avec lesquels ils évoluent. Et donc, il n'y a pas de réflexion beaucoup chez la personne qui est diffuse. Mais un deuil pourrait être, pour une personne diffuse, il pourrait y avoir une expérience qui soit tellement puissante qu'il quitte l'identité diffuse pour devenir une personne en moratoire. Même chose pour quelqu'un qui est foreclose, soit qui entre en dépression, ou soit qui recommence le travail identitaire et là, il commence à se définir de façon plus moratoire, donc consciente et ouverte. Euh, donc, voilà qui met un terme à la notion sur le deuil. Voilà, merci.